Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Nous attendons quelques minutes que les personnes inscrites à ce webinaire puissent tranquillement arriver. Je vous propose de patienter quelques minutes avant que nous démarrions. Nous allons démarrer dans quelques minutes. Nous attendons que tout le monde arrive. Je vous propose de commencer à présent. Écoutez, bienvenue dans ce webinaire dédié aux droits sociaux dans le secteur aérien. Un webinaire qui vous est proposé par le Syndicat national des pilotes de ligne pour célébrer les 70 ans de l'organisation. Je tiens à vous signaler que d'autres rendez-vous de ce type vous attendent tout au long de l'année. Et je vous annonce d'ores et déjà que le prochain webinaire aura lieu fin juin sur la thématique de la décarbonation. Vous en saurez plus évidemment dans les semaines qui viennent. Alors, pour échanger avec nous sur les enjeux sociaux aujourd'hui, nous aurons le plaisir de recevoir monsieur le sénateur Éric Bocquet, auteur d'un rapport sur le dumping social dans les transports européens qui a été publié en 2014. Nous attendons que le sénateur se connecte. Avec nous aussi monsieur Patrick Arpineau, vice-président du SNPL, et monsieur Simon Gualabré, responsable juridique. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Écoutez, si vous vous demandez comment va se passer ce webinaire, nous aurons tout d'abord un débat sous forme de table ronde pendant une trentaine de minutes avec nos intervenants. Et puis, dans une deuxième partie, nous vous proposerons une séance de questions-réponses dans laquelle vous pourrez poser vos questions à nos intervenants en utilisant la fonction Q&R sur votre écran sur Teams. Et nous vous proposons donc de poser vos questions pendant la table ronde et nous y répondrons en deuxième partie de cette session.
Voilà. Un dernier mot concernant les règles de ce webinaire. Nous vous indiquons que ce webinaire est enregistré et qu'un replay sera proposé aux adhérents du SNPL dans les prochaines semaines. Voilà, je vous commence maintenant de commencer sans plus tarder et de rentrer dans le vif du sujet, le cas Ryanair. Alors, en octobre dernier, donc rappelons les faits, la chambre criminelle de la Cour de cassation a condamné la société Ryanair à verser 8 millions d'euros pour travail dissimulé à Marseille. C'est vraiment l'épilogue d'un très long combat judiciaire. On va y revenir avec nos speakers. Je rappelle les faits. Cette société irlandaise avait employé 127 salariés à Marseille entre 2007 et 2010, qui étaient rémunérés dans le cadre de contrats de droit irlandais pour éviter de verser des cotisations sociales en France. Monsieur Arpineau, pour les pilotes et plus largement pour le personnel navigant, cette condamnation, c'est quoi? C'est un soulagement? C'est une victoire? C'est une avancée? Voilà, merci pour la question. Alors tout d'abord, avant de répondre peut-être en préambule, pour un petit peu développer, effectivement, l'événement que nous organisons maintenant s'inscrit dans le cadre des 70 ans du SNPL et il s'agit pour nous de mettre en avant un certain nombre de problématiques et d'enjeux sur lesquels notre syndicat est mobilisé depuis de nombreuses années, sur lesquels nous sommes actifs et sur lesquels voilà, on n'est pas nécessairement, ou nos adhérents ou le grand public n'est pas nécessairement conscient, mais il s'agit bien de sujets essentiels. Et comme vous l'avez indiqué, je suis moi-même pilote, je suis commandant de bord. Et donc là, il s'agit de sujets fondamentaux pour le métier que je pratique, et de problématiques qui nous touchent, qui nous ont tous à un moment touchés de manière plus ou moins proche, que ce soit au début de nos carrières ou à des moments plus avancés. Il s'agit de problèmes vraiment concrets sur l'accès au métier, sur le développement de la carrière, le gain d'expérience. Donc, on parle de concret et effectivement, sur le cas Ryanair que vous venez d'évoquer, euh, il y a une satisfaction du syndicat, une satisfaction de voir finalement le droit, le droit français respecté, le concept de base d'exploitation renforcé. Alors déjà en préambule, je vais peut-être préciser, puisqu'il y a un terme sur lequel on reviendra, on parle de base d'exploitation qui est bien le terme juridique français tel qu'il existe dans la loi. On peut effectivement se référer un petit peu plus tard dans la discussion, dans les débats, au terme de base opérationnelle. Alors, on fait référence à la même chose, hein, c'est bien du concept de base d'exploitation. Et donc là, on est vraiment sur quelque chose de très important. Donc oui, nous sommes très satisfaits de cette décision qui vient finalement bien confirmer nos positions, notre lecture sur la manière avec laquelle les compagnies peuvent et doivent établir leurs opérations en France, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de venir empêcher la bonne concurrence des compagnies aériennes, mais simplement avoir des règles claires. Le transport aérien en France ne peut être le Far West, et donc on doit avoir un cadre bien défini. Pour autant, il ne s'agit pas non plus de crier victoire de manière démesurée. Vous l'avez très bien indiqué, on est sur un temps long. C'est une décision juridique qui vient après de nombreuses années de procédure. Le transport aérien continue d'évoluer. Les compagnies aériennes continuent de s'adapter et il serait illusoire de penser qu'aujourd'hui, en 2024, les cas de fraude, d'abus, que ce soit en France ou en Europe, ont cessé. Aujourd'hui, nous sommes toujours face à des cas abusifs dans le transport aérien. Et ce qui était vrai à l'époque de la base Marseille Ryanair l'est d'autant plus aujourd'hui. C'est-à-dire, ce qui s'était passé à l'époque, c'était la prise en compte de la dimension européenne dans le transport aérien. Et cette dimension a continué d'évoluer et de se développer. Aujourd'hui, toutes les compagnies aériennes, tous les transporteurs ont une forte dimension européenne, avec un certain nombre de problématiques qui sont amenées par ces dimensions. Et ces problématiques
continue de s'appliquer au métier de pilote, continue de poser un certain nombre de défis, de challenges auxquels nous devons réagir et auxquels les compagnies ont continué de s'adapter. Donc voilà, une satisfaction, mais une vigilance. Alors concrètement, qu'est-ce que cette décision va changer pour les pilotes et pour, le personnel navigant français et bien sûr pour, les employés, de Ryanair qui sont directement concernés? Quel changement est-ce qu'on peut attendre de cette décision, concrètement? Bonjour à tous. Alors concrètement, la décision de la Cour de cassation du 17 octobre 2023, elle acte donc, au terme d'une longue procédure, comme l'a indiqué Patrick Arpineau, le fait que, tant pour Ryanair que pour l'ensemble des opérateurs, dès lors qu'un personnel navigant, a fortiori un pilote, se voit attribuer sur le territoire français comme base d'affectation ou base d'exploitation, qui est la notion spécifique française qui détermine la législation du droit du travail applicable. Il relève de la législation du système de sécurité sociale français en application de la notion de base d'affectation et de la législation du droit du travail français en application de la législation française de droit du travail. Concrètement, le 17 octobre, la Chambre criminelle a confirmé que les conditions d'emploi de 127 personnels navigants techniques entre 2007 et 2010 à Marignane étaient illégales et constitutives du délit de travail dissimulé. Pour les pilotes Ryanair, en quelque sorte, on peut dire que l'effet de cette décision est apparu avant même qu'elle soit rendue. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, lorsque ce contentieux et un second qui n'est toujours pas tranché de manière définitive a été initié, la compagnie Ryanair a décidé de quitter l'aéroport de Marignane avec perte et fracas, encore une fois au détriment de ses personnels. Malgré tout, le marché français était manifestement assez intéressant. Le groupe Ryanair a décidé de se réimplanter en France aux environs de l'année 2017-2018. Et lorsqu'elle est revenue, la compagnie n'a pas remis en place le dispositif qu'elle avait exploité entre 2007 et 2010, qui donnait lieu du coup au contentieux tranché dernièrement. Et elle a, dès son retour, par l'intermédiaire de sa filiale Malta Air, attribué des contrats de travail français à ses navigants, donc ses pilotes et ses PNC, et s'est rapproché de la CRPN pour y affilier ses personnels navigants en application des dispositions impératives du Code des transports. Donc pour les personnels de Ryanair, on peut considérer que l'effet de la jurisprudence a été, entre guillemets, acquis avant même que la décision de justice définitive ne soit rendue. Alors, dès 2009, l'Office, central de lutte contre le travail illégal saisissait déjà, le procureur de la République. Je vous pose la question, monsieur Gualabry, qui connaissait bien le sujet. Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre plus de 10 ans cette condamnation? Et sur quel vide juridique ou sur quelle, zone grise, la compagnie Ryanair a-t-elle joué? Et finalement, quelles lacunes dans le droit, ont pu permettre l'émergence de telles pratiques, de travail dissimulé? Alors, la longueur de la procédure s'explique par plusieurs raisons. Tout d'abord, il s'agit effectivement d'un dossier complexe, ce sur quoi on va revenir tout au long de cet échange. Ensuite, Ryanair a fait usage de tous ses droits à la défense, à savoir qu'elle a fait de nombreux recours, y compris contre les actes d'instruction, ce qui n'a pas aidé à un règlement rapide de la procédure. Et enfin, effectivement, comme vous l'avez indiqué, il y avait une complexité, une zone grise, entre guillemets, juridique. Alors, je parle de zone grise volontairement, car la notion de vide juridique n'existe pas dans la mesure où lorsqu'un juge est saisi, il doit répondre. Donc, en fait, Ryanair, son dispositif a consisté à jouer sur ce qu'on pourrait considérer comme des zones grises ou des lacunes à l'époque de la réglementation, notamment au niveau européen en matière de base d'affectation et de régime de sécurité sociale applicable. Donc, elle a joué sur cette interprétation et elle a mis en œuvre l'interprétation qu'elle souhaitait bah, voir confirmée par la justice, ce qu'elle n'a pas obtenu dernièrement. Et donc, ça explique la complexité du sujet. Alors, dans ce cadre-là, tant les enquêteurs de l'OCLTI, les inspections du travail, la CRPN, également l'initiative de ce dossier depuis son origine, ont dû démontrer que les vides juridiques ou les zones grises exploitées par Ryanair
le travail consistait à dire qu'en fait, les zones grises n'étaient pas si grises que cela et que, dans tous les cas, une fois éclaircies, elles ne devaient pas être interprétées dans le sens souhaité par la compagnie. En ce qui concerne concrètement l'action du SNPL, alors la majeure partie de ce succès revient avant tout à ma prédécesseur, qui était là à l'origine de ce dossier, ainsi qu'à notre avocate et aux différents bureaux exécutifs qui ont initié et suivi ce contentieux. De manière concrète, le travail a consisté à démontrer que, y compris pour la période des faits incriminés, à savoir de 2007 à 2010, la base d'exploitation à laquelle étaient affectés les pilotes, donc en application de la législation française, devait contraindre la compagnie à bien attribuer des contrats de travail français à ses personnels. Ce à quoi la compagnie Ryanair s'est refusée puisqu'elle leur avait attribué des contrats de travail irlandais. Par ailleurs, le côté pérenne de cette activité, on parle de faits sur 3 années, comme de 2007 à 2010, devait tendre à ce qu'il soit déterminé que non seulement, donc du coup, la réglementation de droit du travail français devait s'appliquer, mais également le fait que, en matière de sécurité sociale, la compagnie Ryanair ne pouvait pas se prévaloir des dispositifs du détachement et du coup devait bien attribuer ses personnels le bénéfice de la législation de sécurité sociale française. Voilà en quoi consistait le travail avec une législation à l'époque, notamment en matière de sécurité sociale au niveau européen, qui n'était pas nécessairement aussi développée qu'aujourd'hui concernant les personnels navigants et notamment parce qu'elle ne tenait pas compte de la mobilité intrinsèque à leur profession. Et en fait, la Ryanair, qui n'était pas la seule, a utilisé cette brèche, cette zone grise, qui n'est pas un vide juridique, pour mettre en place un dispositif qui lui permettait de gagner en compétitivité, encore une fois, au détriment exclusif de ses personnels. Merci. Alors on l'a dit en introduction, hein, ça a été un très long, chapitre judiciaire. On se souvient aussi qu'en 2018, Ryanair n'avait pas été condamné. Qu'est-ce qui a changé justement entre 2018 et 2023, date à laquelle Ryanair a finalement été condamné? Alors, en fait, en 2018, le dossier aurait pu se terminer en quelque sorte. Malheureusement, on était reparti pour 6 ans de plus, enfin 5 ans de plus, excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en 2018, la compagnie avait déjà été condamnée en première instance en appel. Elle a formé, comme c'était son droit, un pourvoi en cassation. Et lorsqu'elle a été amenée à se prononcer, la Cour de cassation s'est prononcée comme elle le doit, notamment à la lumière des jurisprudences très récentes, voire concomitantes, rendues en matière de formulaire de détachement et d'opposabilité de ceux-ci vis-à-vis de l'état d'accueil, donc jurisprudence qui a été rendue par la CJUE. Concrètement, en fait, dans ce dispositif de 2007 à 2010, pour affilier ces personnels navigants au système de sécurité sociale irlandais, la compagnie Ryanair avait obtenu auprès des autorités irlandaises un formulaire de détachement E101A1, le nom a évolué dans le temps, qui lui permettait de se prévaloir du dispositif de détachement européen et d'affilier ces personnels au système de sécurité sociale irlandais. La problématique qui s'est posée dans certains secteurs d'activité, tous confrontés à une grande mobilité de leur personnel, donc à savoir notamment tout ce qui était transport routier, transport ferroviaire et transport aérien, était de savoir dans quelle mesure un juge national peut, lorsqu'il soupçonne qu'il y a une utilisation manifestement frauduleuse de ces formulaires et qu'il ne vise en fait que à échapper à la réglementation de sécurité sociale normalement applicable, comment un juge national peut écarter ces formulaires. C'est ce sur quoi s'était prononcée la CJUE par deux arrêts, donc en 2017 et en 2018. Dans le premier, elle expliquait que l'état d'accueil, en l'occurrence dans le dossier qui nous occupe, la France, devait interroger l'état émetteur de ces formulaires, donc en l'occurrence l'Irlande, afin que celui-ci réexamine le, les documents qui ont été délivrés
et au besoin les annule ou les retire. Enfin, les retirer exactement. À défaut, si jamais il n'y avait pas de retrait, la CJUE dit en 2017, dans ce cas-là, l'État d'accueil, donc en l'occurrence la France, ne peut rien faire. Ces documents, en application de principes de droit européen et de confiance mutuelle, s'imposent à la France. Ce qui fait que là, ça fait obstacle à la condamnation sur la réglementation en matière de législation de la sécurité sociale applicable. Constatant sans doute assez rapidement que cette jurisprudence n'était pas satisfaisante, la CJUE, dans un second arrêt Altoun de début 2018, tout de même atténuer cette jurisprudence à caractère irréfragable de ces formulaires. Pourquoi? Parce qu'elle a dit, si jamais l'autorité nationale interroge, donc l'autorité nationale du pays d'accueil, excusez-moi, interroge l'autorité émettrice, donc là, ici l'Irlande, la France interroge l'Irlande, et que l'Irlande, entre guillemets, traîne des pieds ou ne réexamine pas, lorsqu'il est manifestement convaincu que les formulaires de détachement ont été obtenus de manière soit frauduleuse, soit parce qu'il n'y avait pas lieu, soit parce que l'autorité nationale émettrice s'est elle-même fait abuser, le juge national de l'État d'accueil, donc en l'occurrence le juge français, peut écarter de facto ces formulaires et du coup considérer qu'il y a bien fraude et que c'est bien le régime de sécurité sociale du pays d'accueil, ici la France, qui doit s'appliquer. En 2018, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que en fait, ces jurisprudences étaient acquises depuis quelques mois lorsque la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur le dossier Ryanair. Et malheureusement, la Cour de cassation a constaté que tout le dispositif qui avait été décrit par la CJUE au sein des arrêts Rosa et Altoun n'avait pas été respecté par l'administration, les juges français. Pourquoi? Simplement parce que ce canevas n'avait pas été défini avant. Donc on peut le reprocher ni à l'administration, ni bien évidemment aux magistrats. Donc voilà pourquoi en 2018, l'arrêt a cassé l'arrêt d'appel préalable de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Ce à quoi on a réussi, grâce encore une fois au concours de l'administration de la SERPEN et de notre avocate, Maître Hoquet, à obtenir satisfaction enfin fin 2023. Voilà. Oui, alors, vous avez commencé à le dire justement, votre mobilisation, sur ce dossier, elle date de plus de 10 ans. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment est-ce que vous avez justement agi avec le SNPL, pour faire avancer ce dossier? Bah, l'action de la SERPEN, donc pardon, l'action de la SNPL, excusez-moi, mais qui était concomitante avec l'action de la SERPEN, encore une fois, a été, dès lors qu'elle a eu connaissance du fait qu'il y avait une enquête, de déposer plainte pour être certain que le dossier puisse aboutir et a consisté à produire de nombreux éléments démontrant que les notions, d'une part, de base d'exploitation, encore une fois, le droit du travail applicable et de base d'affectation, donc la notion européenne pour le droit de la sécurité sociale, avait vocation à s'appliquer. Mais comme indiqué tout à l'heure, en fait, pendant cette procédure, la jurisprudence et la législation ont évolué et ces évolutions ont, au fil des recours de Ryanair, alimenté le dossier et concouru aussi à la démonstration que la zone grise n'était en fait pas si opaque que cela. Au fil des ans, l'action du SNPL et de la SERPEN ont eu un rôle moteur en France et même au niveau européen parce que c'est concomitamment, enfin en parallèle de ces dossiers, notamment grâce à l'action du SNPL, que le règlement européen 465/2012 du 22 mai 2012 a permis, sur tout ce qui est relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale, que justement la base d'affectation, donc qui est une notion européenne qui existait déjà dans la législation technique relative à l'aviation, trouve une application, alors je vais dire pratique parce que je vois ça de mon point de vue, pratique en termes de législation de la sécurité sociale, puisque désormais elle permet de déterminer le régime de sécurité sociale applicable au personnel navigant. Donc, tout cela s'est fait en parallèle justement de ce dossier, contentieux avec Ryanair. Donc l'action du SNPL et des autres intervenants au cours de ce long combat est bien allée au-delà de ce seul contentieux. Et l'adoption du règlement de 2012 a clairement mis un frein
aux tentatives de contournement du droit de la sécurité sociale applicable. Et on peut dire que l'action de l'ensemble de ces acteurs a permis d'éclaircir enfin les zones grises prétendues. Mmh. Donc voilà. Alors, vous en avez déjà parlé aussi, il y a une autre étape décisive dans le dossier, c'est l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la Cour de justice de l'Union européenne. Est-ce que vous pouvez nous redire peut-être en quoi ça a été une étape décisive pour qu'on arrive à ce jugement? Oui, alors la décision de la CJUE du 14 septembre 2017 concerne également Ryanair, mais alors, est connexe au dossier concret qui a donné lieu à l'arrêt de 2023 en France. La décision de la CJUE, c'est une décision qui est extrêmement importante. Pourquoi? En fait, il s'agissait de cas de PNC de Ryanair qui était qui travaillait pour cette compagnie sur la base de Mons en Belgique, enfin de Charleroi, pardon, en Belgique. Et dans ce cadre-là, afin de faire valoir leurs droits, certains PNC ont saisi la juridiction belge de Mons. La question qui s'est posée, on était encore à une époque où, en tout cas en Belgique, la compagnie Ryanair prétendait que le lieu de travail des navigants était l'avion et que l'avion étant immatriculé en Irlande, c'était la législation du travail irlandais qui devait s'appliquer et que de facto, les juridictions compétentes pour trancher ce litige étaient les juridictions irlandaises. La juridiction belge, donc le tribunal du travail de Mons, devant la complexité de ce dossier et l'enjeu de la réponse qui serait apportée, a procédé à ce qu'on appelle une question préjudicielle. Alors, concrètement, en quoi ça consiste de manière très simple? Il s'agit pour une juridiction, quelle qu'elle soit, de poser une question de pur droit vis-à-vis de, on va dire, la Cour suprême en charge de l'interprétation de cette norme. On le retrouve un peu en France avec tout ce qui est question prioritaire de constitutionnalité. Voilà, au niveau européen, c'est une juridiction nationale peut aller interroger directement la CJUE pour qu'elle interprète une disposition qui apparaît peu claire, grise, là-dessus. Alors, la question posée portait sur non pas directement la législation du droit du travail applicable, mais sur est-ce que les juridictions belges étaient compétentes pour pouvoir juger des litiges dans la relation de travail entre les PNC et la compagnie Ryanair. Qu'est-ce qu'a répondu la CJUE? La CJUE a répondu dans un premier temps que l'esprit des textes européens impose en matière de recours du justiciable qu'un travailleur puisse attraire son employeur de manière aisée, donc concrètement à proximité de chez lui. Donc, a priori, on devait considérer que les juridictions belges étaient compétentes. Toutefois, l'esprit des textes, c'est bien, le fond des textes, c'est préférable. Donc, la CJUE a poursuivi son développement et rappelle que, compte tenu des éléments et de l'esprit des textes, faut s'attacher à déterminer le lieu où et à partir duquel le travailleur s'acquitte de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur. Et on en revient à la problématique de la mobilité des personnels navigants. Et pour ce faire, la CJUE dit pour les personnels mobiles et en particulier les navigants, puisqu'elle est interrogée spécifiquement sur la situation des navigants du transport aérien, la CJUE dit on va utiliser du coup la notion de base d'affectation, qui était du coup effective pour déterminer le régime de sécurité sociale applicable depuis 2012, comme on l'a vu il y a quelques minutes. Et ça va rentrer, cette base d'affectation, dans le cadre d'un faisceau d'indices. Pourquoi un faisceau d'indices? Parce que si c'est un indice très important, pour autant, il ne faut pas permettre de considérer que la base d'affectation seule déterminera la juridiction compétente et donc sans doute, in fine, le droit du travail qui régira la relation de travail. Pourquoi on ne peut pas en faire
une notion qui détermine ça à elle seule. D'une part, il y a un problème de compétences en matière de droit du travail de la part de l'Union européenne, et d'autre part, parce qu'il ne faut pas tomber dans l'écueil de ce qu'on appelle les bases fictives. Concrètement, ça consiste en quoi? Ça consiste à dire que la CJUE a voulu éviter quelque chose qui lui était signalé par le SNPL, par l'intermédiaire du gouvernement français, puisque le SNPL est intervenu directement dans le cadre de cette question préjudicielle. Il fallait éviter qu'on permette à un opérateur, quel qu'il soit, de prétendre que Monsieur X est basé, je ne sais pas moi, à Cologne, alors qu'en fait, on sait tous qu'il est mis en place depuis Cologne pour aller à Charles de Gaulle, d'où il effectue des vols pendant 3, 4, 5 jours avant d'être mis en place de manière à rentrer chez lui à Cologne. Mais que dans les faits, il ne travaille jamais de Cologne et, et relèverait, si la base d'affectation déterminait seul le régime de sécurité sociale applicable, de la législation en la matière de droit allemand. Donc, pour éviter cet écueil, la CJUE a répondu que dans le cadre des indices permettant de déterminer le régime de sécurité sociale applicable, la base d'affectation est un indice déterminant, mais ne peut pas être un indice qui seul suffit à emporter la décision pour justement éviter cet écueil des bases fictives. Donc c'est une décision qui est tout de même fondamentale pour l'ensemble des navigants au niveau européen, au-delà même du niveau français. Pourquoi? Parce que voilà, c'est d'une part, la CJUE a vraiment permis de trancher de nombreuses situations et à couper l'herbe sous le pied de certains fraudeurs potentiels. Et en même temps, elle a évité l'écueil d'une jurisprudence qui soit trop stricte et qui aurait amené à un autre écueil, celui des bases fictives. Et encore une fois, ce travail auquel a participé le SNPL et en premier lieu la personne qui m'a précédé en tant que responsable juridique ici, est vraiment une avancée fondamentale pour l'ensemble des navigants au niveau européen. Merci beaucoup pour toutes ces explications très intéressantes. Alors, le sénateur Éric Bocquet avait publié en 2014 un rapport sénatorial dans lequel il recommandait déjà que la base d'affectation soit la référence pour l'application du droit du travail aux salariés des compagnies aériennes, mais il avait également noté la nécessité d'encadrer le statut des indépendants au niveau européen pour éviter certaines fraudes, parce qu'il avait identifié, donc, pour contourner la réglementation européenne, certaines compagnies aériennes avaient généralisé le recrutement de travailleurs indépendants pour composer leur équipage. Ryanair était sans doute l'entreprise qui avait le plus développé ce système à l'époque. Dans son rapport de 2014, on pouvait dire que 70% des pilotes Ryanair étaient recrutés sous ce statut. C'est évidemment un artifice juridique qui alimente un véritable dumping social à l'échelle européenne. Est-ce que pour vous, Monsieur Patrick Arpino, est-ce que c'est toujours une nécessité et est-ce que c'est toujours d'actualité de lutter contre ces faux indépendants? Alors, la réponse la plus simple sera que oui, tout à fait. C'est une priorité absolue. Comme je l'ai indiqué en préambule au début de notre échange, euh, les pratiques abusives dans le transport aérien continuent. On est rentré dans un certain nombre de points techniques, très techniques, qui sont parfois difficiles à appréhender pour un pilote en début de carrière qui sort d'école et qui finalement va se retrouver un petit peu perdu dans, dans, dans le marché du travail qui lui est proposé, qui est, rappelons-le, fait à dimension européenne. Alors, un petit point, peut-être, pour revenir à un point qui avait été développé par Simon précédemment, qui est sur l'action du syndicat sur ces 10 dernières années. Une des actions fondamentales du syndicat, eh bien, la communication et la communication envers nos membres, l'assistance, le soutien technique, juridique auprès de nos sections d'entreprise, auprès de nos élus, pour faire passer le message sur le droit, sur les bonnes pratiques
et sur la manière correcte aujourd'hui d'aller être pilote en France et en Europe. Alors, on a du levier sur certains points juridiques, pas sur tous au niveau européen, on y reviendra, mais c'est une des missions principales, fondamentales de notre syndicat, et c'est bien ce lien que l'on cherche à maintenir avec nos pilotes, avec nos adhérents, pour faire valoir toutes ces avancées, même si parfois elles peuvent paraître très techniques. Hein. Je ne suis pas moi-même juriste de formation, mais il est important de bien comprendre ces concepts de base fondamentaux, car il est une tendance que l'on observe de manière fréquente, qui est celle de certains opérateurs. Et là, il ne s'agit pas d'aller pointer du doigt tel ou tel opérateur ou d'aller faire aujourd'hui une fixation sur Ryanair, mais de bien souligner la difficulté qu'il y a pour un navigant, en l'occurrence, mais nous sommes le CNPL, nous représentons les pilotes, et aujourd'hui, pour un pilote qui ne maîtriserait pas nécessairement tous ces concepts, eh bien, il y a une certaine difficulté à finalement comprendre qu'est-ce qu'il est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, et puis finalement de se voir opposer un message où on viendrait expliquer que c'est un peu dans l'intérêt de tout le monde d'accepter tel ou tel contrat. Et les contrats de type fonds indépendants en sont l'exemple typique. Dans les années 2010, c'est une pratique qui a tout simplement explosé, qui a explosé en Europe, qui à un certain moment devenait quasiment la norme, notamment pour les nouveaux pilotes, où finalement, quand on regarde l'échelle de certains opérateurs, alors Ryanair on est un très bon exemple, mais qui devient finalement une espèce de passage obligé. Ça a eu un boom dans les années 2010 avec un nombre croissant d'opérateurs qui avaient recours à ces pratiques d'embauche via des faux indépendants. Et il faut bien avoir en tête qu'aujourd'hui, au niveau européen, ces pratiques continuent d'avoir lieu chez Ryanair, dans certaines parties d'Europe, mais pas que. Et les pratiques ont évolué. La créativité de certains montages a continué de s'exprimer auprès de certaines compagnies. Et on continue d'observer des montages où nous avons des faux indépendants. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de rentrer dans les détails de tel ou tel exemple ou de telle ou telle compagnie, mais aujourd'hui, je peux affirmer et donner des cas de pilotes qui opèrent pour des grands groupes immatriculés en Europe, qui sont sous statut d'auto-entrepreneur, en passant via un intermédiaire, puisqu'il y a très fréquemment des intermédiaires qui viennent un petit peu complexifier la relation. Certains intermédiaires basés parfois hors d'Europe. On a eu cas d'intermédiaires basés à Dubaï, et qui opèrent et qui ont une existence en Europe via des boîtes postales à Malte, et qui ensuite permettent d'avoir des pilotes sous statut de faux indépendants. Ça a encore cours, et ça montre aujourd'hui la dimension finalement européenne. Ces pilotes viennent ensuite opérer en Europe sur des avions immatriculés en Europe, et on a une difficulté réglementaire à tout simplement venir cadrer, limiter cette pratique au niveau européen. Et pourquoi c'est problématique? Quand bien même on viendrait à régler ce cas dans le simple périmètre du territoire français, il est important de rappeler de manière très concrète ce que Simon a déjà développé longuement, mais la nature hautement mobile du métier de navigant. Alors évidemment, pour tous les collègues qui assistent en ce moment au webinaire, ça me paraît d'une évidence absolue ce que je suis en train de dire, mais parfois il est bon de rappeler, certaines évidences, qui est qu'on fait le métier mobile par définition, peut-être le métier le plus mobile qui soit en Europe, où finalement on peut traverser le territoire européen plusieurs fois dans une journée. C'est pas un problème, c'est la définition de notre mode de transport. Et comme je l'ai déjà dit de nombreuses reprises, on arrive à des formes de plus en plus complexes
de montage de certains opérateurs. Et donc aujourd'hui, on a des formes où, sans rentrer dans le détail, on a des navigants qui sont recrutés dans un pays A pour ensuite être envoyés dans un pays B, opérer dans un pays C, et éventuellement aller effectuer des vols dans un pays D. Voilà, donc en illustrant très schématiquement, on voit très bien le problème, notamment lorsque l'on applique cela avec les faux indépendants. Faux indépendants qui constituent une source de concurrence déloyale, puisque c'est quand même bien de cela dont il s'agit, puisque on déplace un certain nombre de coûts qui devraient normalement être à la charge de l'employeur, et bien tout simplement sur le navigant, que ce soit la responsabilité de la couverture maladie, retraite, un certain nombre de charges. On a vu dans les cas les plus extrêmes, bien, quand un navigant devait séjourner rester à l'hôtel dans le cadre de ses fonctions, que ce navigant doive payer son hôtel, payer son uniforme, etc. etc. Donc on voit très bien l'intérêt que certains opérateurs peu scrupuleux peuvent avoir et le danger pour le navigant, avec derrière, quand même, rappelons-le, des questions sur la sécurité, puisque nous avons bien un impératif de sécurité dans notre métier. Et donc se pose la question de savoir que se passe-t-il pour un navigant lorsqu'il ne vole pas, lorsqu'il ne travaille pas. S'il ne vole pas, en étant auto-entrepreneur, faux indépendant, eh bien, il ne reçoit pas de rémunération. Et donc, on a tout un tas de considérations sur la sécurité des vols pour savoir aujourd'hui, est-ce que l'on peut accepter en Europe, alors que la sécurité aérienne est encadrée par l'Agence européenne sur la sécurité aérienne, l'EASA, est-ce que l'on peut accepter d'avoir de telles pratiques aujourd'hui où on viendrait mettre une pression sur les pilotes pour aller opérer, qu'ils soient fatigués ou malades? Merci pour ces explications. Qu'en est-il de la pratique du wet lease, qui effectivement est aussi une nouvelle pratique frauduleuse mise en place par les compagnies aériennes? Alors, le wet lease, pour faire schématique, ce n'est pas en soi une nouvelle pratique. C'est une pratique où certains opérateurs se spécialisent dans la location d'avions avec équipage pour répondre à des besoins ponctuels de certains autres opérateurs lorsqu'ils ont besoin de capacités pour aller opérer certains vols, certaines routes, dans des cas, par exemple, lorsqu'un avion, par exemple, n'est plus disponible pour cause technique, ou il y a un aléa exceptionnel qui fait qu'on a besoin d'avoir une capacité pour assurer ces vols. Donc, c'est pas en soi quelque chose, ce n'est pas en soi quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose en soi de nécessairement néfaste. Aujourd'hui, le waitlist peut répondre à un certain besoin et dans de nombreux cas, il permet de maintenir la continuité des vols. En revanche, euh, ce que l'on observe depuis quelques années, et c'est encore pour revenir finalement à ce que je disais en début, de dire oui, OK, nous avons avancé sur le cas Ryanair, mais la fraude a continué d'évoluer. Les modèles, les pratiques ont évolué et nous sommes passés d'un système où nous avions des opérateurs qui allaient contre le droit, qui étaient dans la fraude, finalement à une adaptation aux règles existantes. Et le wet lease en est un très bon exemple. Le wet lease est une pratique connue, est une pratique euh, a priori pas nécessairement illégale ou problématique, sauf lorsqu'elle devient systématique et devient un modèle de base pour certains opérateurs. Certains opérateurs qui atteignent aujourd'hui des tailles conséquentes de plus de 100, 200 appareils dans certains cas. Et ça devient leur fonds de commerce. Et ils viennent finalement développer leur modèle basé sur des législations nationales plus favorables, avec des bases de coûts plus basses, et viennent systématiser finalement la possibilité pour un opérateur d'avoir recours à leurs services. Et ce que l'on observe dans de nombreux pays, dans de nombreux cas, c'est finalement le recours à ces sociétés de wet lease, non plus pour venir répondre à des besoins exceptionnels, mais pour venir créer de manière stable des programmes de vol. Et on observe de plus en plus des grands opérateurs, parfois des compagnies nationales, je parle au niveau européen, opérer une partie significative
de leur programme de vol, des programmes de vol connus, publiés via des opérateurs de wet lease. Et ces opérateurs de wet lease, dans certains cas, venant même à tout simplement repeindre leurs avions aux couleurs de la compagnie pour qui ils vont opérer. Et donc, on voit une systématisation des opérations avec tout un tas de questions sur le détachement, sur le recours aux faux indépendants et tout un tas de problématiques qui reviennent et qui sont toujours d'actualité. Oui, pour compléter très brièvement les propos de Patrick, ce recours de manière manifestement abusive au wet lease est vraiment quelque chose qui se développe beaucoup chez nous. Donc, si en plus vous le combinez avec tout ce qui est faux indépendants, des contrats d'intermédiaires à tout bas, etc., vous comprenez bien que juridiquement, c'est extrêmement complexe pour nous de parvenir à faire condamner ces pratiques, voire même de remonter jusqu'aux personnes qui les ont initiées. Alors, il y a deux éléments là-dessus. C'est que le wet lease en termes de droit du travail, ça s'analyse en de la sous-traitance. Et fort heureusement pour nous, le Code du travail français est là-dessus assez rigoureux. Et donc, du coup, pour nous, la meilleure façon de faire ces pratiques est d'aller chercher les donneurs d'ordre qui sont responsables des personnes qu'ils utilisent dans le cadre de leur sous-traitance en France. Donc, il est beaucoup plus aisé pour nous d'aller les chercher directement. Charge ensuite d'aller voir avec leurs prestataires les conditions d'exercice du travail de leurs navigants. Et dans ces dossiers extrêmement complexes, et tant juridiquement qu'en termes de temps, parce que souvent, ces opérations, malgré tout, qui peuvent être soit ponctuelles, soit très bien cachées, on a régulièrement le concours des inspecteurs du travail et c'est souvent pour nous synonyme de dossiers qui vont avancer, qui vont vraiment être bien construits. Et le rapport, tant dans le dossier Ryanair qui a débuté en 2009 qu'actuellement sur ces nouvelles pratiques de fraude, est absolument fondamental pour nous. Donc voilà, le SNPL ne peut que remercier leur action et qui est vraiment louable. Et ça fait du bien de voir que certaines personnes vont dans le même sens que nous. Et on se réjouit que dernièrement, ils aient pu conserver l'intégralité de leurs prérogatives, qui manifestement pendant un temps étaient un peu remises en cause. Merci. Merci pour avoir détaillé vos propositions. Donc, on m'annonce, et je suis navrée de vous l'annoncer, mais le sénateur a eu un empêchement indépendant de sa volonté. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'a pas pu nous rejoindre. Toutes nos excuses donc, pour ce contretemps qui est fâcheux. On va prendre maintenant quelques questions que vous avez posées. Alors, première question. Comment peut-on sensibiliser les magistrats et les acteurs du droit du travail sur le lien entre sécurité aérienne et dumping social? Je répète la question pour nos intervenants Patrick Arpino et Simon Gualabré. Comment peut-on sensibiliser les magistrats et les acteurs du droit du travail sur le lien entre sécurité aérienne et dumping social? La parole est à vous. Bon, je pense que c'est une question très intéressante qui finalement est bien au cœur aussi de nos problématiques. Si on rappelle un petit peu le fonctionnement européen du transport aérien, on a d'un côté la partie purement sécurité aérienne qui est régulée par l'autorité en charge, l'EASA, et qui vient se concentrer uniquement sur les questions dites techniques sur la sécurité. Et puis ensuite, nous avons les États membres qui ont leur régulation avec les magistrats et puis également les inspections du travail en charge de venir vérifier la bonne conformité de toutes les pratiques. Le tout, rappelons-le, avec certaines difficultés dues à la nature mobile des navigants. Et finalement, alors, il y a plusieurs niveaux de difficulté là-dedans et qui convient de solutionner pour pouvoir répondre à cette solution, mais à ce problème, pardon. Le problème étant que, d'une part, lorsque l'on communique avec l'autorité en charge de la sécurité aérienne, l'EASA,
il est très difficile de faire remonter les points dits sociaux. C'est-à-dire qu'il y a bien une reconnaissance d'un possible lien entre les facteurs dits psychosociaux et la sécurité aérienne, mais il y a toujours finalement un dialogue de sourds quand il s'agit d'aller finalement quantifier cela de manière concrète sur de la sécurité. Bon, on pourrait débattre et je pense que de nombreuses personnes qui sont en train de suivre, ce webinaire sont déjà probablement en train de bondir en entendant ce genre de propos. Pour autant, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, du côté de l'EASA, ils considèrent que leur mission se limite à la sécurité. Alors, ça nous fait réagir et il faut quand même se dire qu'il n'y a pas non plus à chercher très loin pour comprendre que si un navigant, un pilote en l'occurrence, que nous représentons, ne peut correctement subvenir à ses fins de mois en ayant des conditions de travail correctes. Je ne veux pas caricaturer, mais je rappelle aujourd'hui les écarts très importants dans le métier de pilote et les conditions extrêmement difficiles parfois d'accès au métier pour des jeunes pilotes. Il s'agit bien quand même de cela. Il est quand même assez naturel de comprendre que cela a un impact sur le niveau de sécurité. Donc, il y a tout un travail sur cet aspect-là, sur l'aspect technique, sur lequel on travaille et on demande, ça fait partie de nos demandes très concrètes, que du côté de l'EASA, on prenne enfin la mesure de ce sujet et de ce problème et de ne pas tourner le dos, de ne pas renvoyer la balle dans un premier temps aux autres acteurs en disant cela ne relève pas de notre compétence, allez voir avec les autorités nationales. Si on considère que la sécurité aérienne est une compétence européenne, alors l'agence en charge de ce dossier doit prendre le sujet à bras le corps. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, finalement, c'est le travail de coordination, la difficulté avec tous les États membres. On voit la complexité. Simon a évoqué le cas français. Bon, on voit le temps, on voit le temps juridique, on voit le temps que prennent les actions. Il y a un travail de coordination entre l'EASA, entre les différents acteurs au niveau nationaux des autorités de travail. Il y a un sujet qui est l'autorité européenne du travail qui se développe, qui est tout à fait intéressant, puisqu'ils ont commencé dans le courant de l'année dernière à s'intéresser à la question du transport aérien, reconnaissant la difficulté et l'existence de zones grises, non pas de vide juridique, mais de zones grises, reconnaissant la complexité et la nécessité d'agir en coordonnant leur action entre les différentes autorités du travail de différents pays. On pourrait envisager, par exemple, des idées sur des inspections jointes entre inspections du travail entre différents pays. On pourrait envisager un meilleur échange d'informations, de formation, de connaissances du métier. Donc là-dessus, il y a quelque chose de très intéressant à développer, sur lequel on met beaucoup d'espoir, mais force est de constater qu'il y a une latence et qu'aujourd'hui, il y a toujours ce jeu de on se passe la balle, de savoir qui est réellement en charge. Voilà, moi, pour compléter très brièvement sur l'aspect magistrat, alors pour sensibiliser les magistrats, c'est en quelque sorte la méthode Coué, hein, c'est par l'intermédiaire de nos conseils, encore une fois de l'ensemble des intervenants, leur faire comprendre que la situation est en elle-même génératrice de risques, compte tenu soit de l'emploi précaire, soit de respect des temps de vol et des temps de repos qui ne sont pas respectés. Alors, il y a quand même 2 limites à cela, c'est que comme vous voyez, on a malgré tout une réglementation qui est en silo. Donc des fois, le magistrat, il peut individuellement, personnellement être d'accord avec nous, mais il est tenu par les textes. Fort heureusement, on est dans un état de droit. Dès lors, s'il n'y a pas d'infraction qui s'y rattache, il va me dire nous sommes d'accord avec vous sur le fond. Malgré tout, moi, je ne dispose pas de texte pour sanctionner telle ou telle pratique. Voilà, donc concrètement, on arrive à sensibiliser les gens. L'écueil qu'on peut avoir aujourd'hui en matière de lorsqu'on est sur une situation générale d'emploi précaire via des faux indépendants, etc., c'est la législation ne fait pas le lien entre la précarité et le risque en matière de sécurité des vols. Voilà.
Merci. Alors, on va prendre d'autres questions qui arrivent dans le chat. On nous dit je fais partie des 4 commandants de bord ex-Ryanair, partie civile dans le jugement de 2023. Merci au SNPL. Est-ce que les 123 ex-employés de MRS pourraient engager aujourd'hui une action similaire de réparation? Alors, j'invite ce monsieur à me contacter directement. Je pense que ce n'est pas le lieu pour, pour répondre ici à ces questions. Là, bon, n'ayant plus toutes les dates en tête, il faut que je vérifie en termes de délai de prescription. Dans tous les cas, bien évidemment, s'il peut faire une action, il n'y a aucun doute que nous, on sera tout à fait à même de l'accompagner s'il le souhaite, voilà, ainsi que l'ensemble de ses collègues. Mais voilà, je pense que s'agissant d'une situation individuelle qui est forcément la conséquence de la jurisprudence de principe qu'on a évoquée au début, bon, je préfère y répondre directement à cette personne. Très bien. Alors, on a une autre question et n'hésitez pas de profiter des quelques minutes qui nous restent pour poser vos questions dans l'option Q&R. Donc, on nous dit est-ce que les montants des amendes vous semblent dissuasifs? On rappelle donc que Ryanair a été condamné à verser 8 millions d'euros. Donc, M. Arpino, M. Gualabri, est-ce que les montants des amendes vous semblent assez dissuasifs pour des compagnies aériennes de cette envergure? Alors, je vais répondre en premier. Alors, c'est un avis personnel pour le coup. C'est pas du droit. Je vais reprendre les mots d'un de nos avocats qui nous avait représenté lors d'une audience à Bordeaux concernant une autre compagnie, encore une fois pour de la fraude de détachement. Il avait parlé de crime profitable. Je pense que voilà, la réponse est dans cette phrase. Peut-être une dernière question. Sur quelles autres problématiques le SNPL est-il mobilisé actuellement? Sur quels autres dossiers est-ce que vous travaillez? Alors, c'est déjà un gros dossier. Alors, pour continuer sur ces thématiques, alors, la question sociale est quand même bien notre cœur de métier, hein, et c'est bien ce sur quoi nous concentrons nos efforts. Et comme vous pouvez le constater, il y a quand même beaucoup à faire. Quelque chose peut-être à développer, mais aujourd'hui, il y a un gros travail du syndicat au niveau européen pour aller faire avancer le sujet, pour essayer de faire progresser l'idée d'avoir des règles spécifiques au personnel navigant au niveau européen. C'est quand même bien là la source des zones grises. Donc là, aujourd'hui, il y a tout un travail du syndicat sur ce sujet-là, sur lequel nous étions mobilisés. On a travaillé assez activement dans les projets de révision du règlement 1008-2008, qui était en soi une saga à part entière auquel on pourrait dédier un webinaire entier. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça a été un axe de travail très important de la Commission européenne, dans lequel un certain nombre de promesses ont été faites par la commissaire européenne en charge des transports, Madame Vălean, et sur lequel on nous avait promis un certain nombre d'avancées, notamment sur la possibilité d'aller développer le concept de base d'exploitation au niveau européen, car ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut souligner, ce concept n'existe pas aujourd'hui au niveau européen. Voilà, et ça a été un axe de travail très important du syndicat. Aujourd'hui, la séquence politique au niveau européen change, il y a des élections à venir, et donc on doit aujourd'hui eh bien se préparer à la séquence à venir, puisqu'il ne s'agit pas de faire tomber aux oubliettes tout le travail qui a été mené sur ces questions, qui vient finalement englober toutes les problématiques de mobilité, de wet lease, de fraude, d'auto-entrepreneuriat, toutes ces notions qu'on a développées. On pourrait ajouter aussi les problématiques sur ce qu'on appelle le pay to fly. Ça veut dire le vide réglementaire au niveau européen sur le fait de faire payer des pilotes pour obtenir un certain nombre de qualifications de type. Donc là, on a un gros vide juridique au niveau européen. Et encore une fois, certains opérateurs s'engouffrent dans la brèche.
Après, pour aller faire un tour d'horizon des autres problématiques, des grandes thématiques nationales, européennes, sur lesquelles le syndicat est engagé, et finalement pour un petit peu ouvrir le sujet. Alors, et ça fera l'objet d'autres communications, d'autres webinaires. On a évidemment aujourd'hui tout le travail sur notre opposition, vais-je dire, pour lever tout doute, sur les projets de certains constructeurs d'aller réduire le nombre de pilotes aux commandes de certains avions, donc les projets dits MCO, SIPO, donc de réduire donc à un pilote en croisière certaines opérations, avec en ligne de mire le fait de passer à des avions à un pilote dans un horizon pas si lointain. Et donc là, de faire passer un message sans ambiguïté sur notre opposition, mais une opposition qui est basée sur des arguments solides, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre opposition est un petit peu comme je le faisais précédemment sur le sujet des auto-entrepreneurs, de bien rappeler que nous sommes sur une opposition basée sur la sécurité des vols. Et c'est bien là le cœur de notre argumentaire sur lequel voilà, nous souhaitons communiquer. Et c'est un axe majeur. Voilà, c'est l'autre pilier sur les actions du syndicat. Donc, on a le social, on a le combat contre les avions monopilotes. Et puis enfin, un dernier point peut-être sur lequel le syndicat est actif et puis qui vient un petit peu compléter le propos et qui vient ouvrir aussi sur un prochain webinaire, qui est finalement quelque chose qui est connu de tous, qui est l'adaptation du secteur aux enjeux de développement durable, comment notre industrie va s'adapter. Et finalement, notre positionnement est de bien s'interroger sur le rôle que doivent avoir les pilotes dans cette évolution, mais bien de rappeler ce qu'on considère être les 3 piliers du développement durable de la transition du secteur. C'est-à-dire, certes, il doit y avoir une profitabilité économique, certes, il doit y avoir une durabilité environnementale du secteur, à laquelle, évidemment, nous souscrivons et nous soutenons la transition. Pour autant, il faut aussi rappeler la nécessaire durabilité sociale de l'industrie, des compagnies aériennes, des régulateurs dans cette transition. On ne pourra envisager une réelle transition vers du durable sans cet élément social. Et voilà. Et donc, on appelle à une réelle action des régulateurs. On a forcé de constater une certaine inertie du pouvoir politique, certainement au niveau européen quand il s'agit de transport aérien. Un certain nombre de promesses qui sont faites et qui ne se matérialisent pas en action. Donc, nous appelons pour du concret en vue de la prochaine mandature du Parlement européen et de réelles actions et une réelle volonté politique pour pouvoir agir sur la réelle durabilité du secteur. Merci. Nous reviendrons sur toutes ces thématiques, évidemment, sur vos combats dans les prochains webinaires que le SNPL organisera dans les mois à venir. Il est à présent temps de conclure ce webinaire, ce premier webinaire. Merci beaucoup à nos intervenants, M. Patrick Arpino et M. Simon Gualabré, pour la qualité de nos échanges. Merci beaucoup aussi à vous, participants, qui avez assisté à ce webinaire, et merci pour vos questions. Vous recevrez prochainement le replay de ce webinaire à l'adresse mail avec laquelle vous êtes inscrite. Donc, je vous rappelle que le prochain webinaire aura lieu fin juin sur la thématique de la décarbonation. Merci pour vos réactions. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Merci beaucoup.